Un plaisir de vous retrouver fidèle à cette édition. Bienvenue au 19h45, les titres. Ce 11 juillet, l'humanité célèbre la journée mondiale de la population, une journée qui vient rappeler que les questions de démographie sont au cœur de la lutte contre la pauvreté et l'égalité entre les sexes. Et puis, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui une plateforme d'échange et de communication entre amis, mais leur croissance exponentielle peut parfois créer une dépendance chez les utilisateurs. Docker béninois occasionnel la vie des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants, c'est le titre d'un ouvrage qui traite des conditions de vie et de travail d'une catégorie d'acteurs de l'économie portuaire. Son auteur est avec nous. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards en 2050 contre aujourd'hui 7,8 milliards. Le rapport confirme par ailleurs le vieillissement de la population en raison d'une espérance de vie croissante et d'une baisse de la fécondité. Ce 11 juillet, journée mondiale de la population, l'occasion est saisie pour rappeler que les questions de population sont au cœur de la lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les sexes et bien évidemment la promotion des droits humains. Amandine Agnambossou nous en parle davantage. La Terre héberge désormais 7,8 milliards d'habitants. Elle devrait atteindre 9 milliards d'ici à 2050. Cette croissance spectaculaire est en grande partie imputable à l'augmentation du nombre d'individus en âge de procréer. Elle s'est accompagnée d'une évolution marquante des taux de fécondité, d'une urbanisation grandissante et d'une accélération des migrations. Ces tendances auront d'importantes répercussions sur les générations à venir. L'année 2007 a été la première année marquée par une prévalence de la population urbaine par rapport à la population rurale. Et d'ici à 2050, environ 66% de la population mondiale vivra dans des villes. Le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale de la population se concentre sur la conservation des femmes en bonne santé, en particulier en période de pandémie. Le coronavirus a affaibli les systèmes de santé, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. On estime que les perturbations dans les livraisons de contraceptifs ainsi que les confinements ont provoqué une augmentation sensible des grossesses non planifiées chez les plus vulnérables. Selon une étude de l'UNFPA datant de mars 2021, 12 millions de femmes ont subi des perturbations dans leur service de planification familiale. La crise a également mis en lumière et accentué les inégalités de genre. Dans ce contexte, beaucoup de pays s'inquiètent d'un changement dans les taux de fécondité. L'Agence des Nations Unies défend la nécessité de donner la priorité aux droits et à la santé reproductive de toutes et tous. Pour cela, il faut garantir l'accès à l'information et aux services, y compris en cas de bouleversement démographique ou de changement de tendance dans la fécondité. La crise ne doit pas servir d'excuse pour restreindre la capacité des femmes et des filles à faire leur propre choix, à être autonomes et libres de leur déplacement ou à consulter des services de santé. Pour l'UNFPA, les femmes doivent jouir d'une autonomie scolaire, financière et politique pour faire leur propre choix en ce qui concerne le corps et leur fécondité.
À l'ère du digital, les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Ils représentent non seulement un nid d'opportunités, mais aussi une source de monétisation. Seulement, les internautes développent parfois une addiction qui influence leur quotidien. Et plusieurs conséquences découlent justement de cette dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux. Plus de précisions dans cet élément. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage et qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de points de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils seront sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Incursion à présent dans le monde portuaire à travers un ouvrage qui traite des conditions de vie et de travail d'une catégorie d'ouvriers qui constitue d'ailleurs un maillon important de l'économie maritime. Il s'agit du livre Docker béninois, occasionnel avis des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants. Il est écrit par un journaliste, Yannick Somalon, il est notre invité. Alors, bonjour Yannick. Bonjour Elvaïs, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, votre ouvrage évoque un peu les conditions de travail des dockers. On va faire simple, c'est quoi un docker? Merci, et je suis déjà heureux qu'en présentant le document, tu parles des dockers qui sont des maillons importants de l'économie maritime. Et c'est ce qu'ils sont. Ce sont des travailleurs qui sont au front. Dès que les navires accostent, ce sont les dockers qui s'occupent de tout ce qu'il y a comme travaux de déchargement ou même de chargement si les navires doivent repartir avec des marchandises qui sortent de notre pays. Et donc, ce sont des personnes qui sont impliquées. Lorsque vous prenez un navire, il y a au moins 90% des personnes qui interviennent sur ces navires-là qui sont des dockers. Donc, des gens qui occupent une place très importante dans l'activité portuaire
et à Cotonou comme dans tous les ports Parce d'ailleurs. il faut décharger avant de mettre ça à disposition Naturellement, des clients. des populations. Ouais. Donc, alors, dans votre ouvrage, vous les qualifiez d'occasionnels à vie et de sacrifiés à la mer. oui, je les qualifie d'occasionnels à vie, de sacrifiés à la mer parce que c'est ce qu'ils sont. Comment? Docker au Bénin, ce sont des employés d'une société d'État. Ce sont des agents qui sont, une fois recrutés, déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale, mais qui, en revanche, vivent parfois une vie entière d'occasionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont de salaire que quand ils vont travailler. Vous voyez donc, quand il y a rareté de navires, quand il y a un système qui est en place qui fait que bon nombre de dockers finissent 35 ans de service sans jamais avoir droit à une convention digne du nom. Donc, ils sont exploités comme des occasionnels. C'est donc un secteur qui n'est pas organisé, on va dire. C'est organisé, mais c'est le système qui est en place qui cause problème. C'est le système qu'il faut revoir. On peut être docker, passer un moment à être occasionnel, mais à un moment donné, on peut suivre des plans de formation et passer d'occasionnel à une autre étape. Devenir magasinier, par exemple, devenir chef quai, ça dépend du niveau de la personne et ça dépend aussi de ce que la société propose comme offre à ces dockers-là. Donc, on ne peut pas dire, bon, c'est des gens sans importance parce qu'ils ramassent des bagages, il faut les laisser dans leurs conditions de vie, ils sont tout le temps occasionnels. Ce n'est pas bien. Mais ils sont déclarés, vous le dites, ils sont déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Oui, la c'est société fait ça juste pour se couvrir. Quand il y a des cas d'accident, des cas de décès, c'est la CNSS qui s'occupe de ça. Or, lorsque la CNSS va se saisir du dossier, faire toutes les paperasses, bon nombre de dockers victimes d'accidents ont perdu la vie parce que les procédures sont lentes. Bon nombre de dockers se sont vus amputer une jambe parce que accidentés, ils devraient être pris en charge rapidement. Mais ça, c'est beaucoup ça n'a plus pas été le la cas. forme à notre administration qui est un peu plus lente. C'est ce qu'il faut corriger parce que dans la même société, il y a d'autres personnes qui sont des conventionnés, mais dès qu'ils vivent ou bien ils sont victimes des accidents ou de dommages sur le terrain du travail, mais il y a une célérité dans la façon dont on les prend en charge. Beaucoup vous en diront. Il y a une célérité, c'est-à-dire on n'attend pas la CNSS, il y a une caisse qui est là, on prend de l'argent dedans, on s'occupe de la personne. S'il faut même évacuer, on l'évacue pour lui sauver sa vie. Parce que lui, il est conventionné, il a droit à tous les avantages, ce que le docker n'a pas droit en temps normal. Alors si je comprends bien, votre ouvrage vient dénoncer une injustice faite à l'égard de ces dockers-là. Dénoncer, non, mais plutôt c'est un plaidoyer. Un plaidoyer. Je ne dénonce pas, je montre à la face du monde ce qui se fait, comment les choses se passent, et je fais un plaidoyer à l'État central, au gouvernement, pour dire oui, voilà ce que nous vivons, voilà ce qui se passe, mais nous vous implorons, nous vous demandons de bien vouloir nous aider à changer cette façon de gérer les dockers. Parce qu'après tout, ce sont aussi des Béninois qui contribuent à l'économie. Quand les dockers un jour se lèvent pour dire bon, on fait grève, vous imaginez ce que ça va donner? On le sait. Le système le sait. On sait que c'est des agences c'est des agents plutôt qui sont indispensables. Mais on peut quand même réorganiser leur façon de vivre et de travailler. Je crois que ce serait bénéfique pour chacun de nous. Justement, quand vous parlez de réorganiser leur façon de vivre, qu'est-ce que vous y mettez de façon concrète? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leurs conditions de vie? Merci, Ulvaeus. Pour organiser et améliorer les conditions de vie des dockers, c'est simple. Il suffit juste de mettre en place un test, une convention spéciale pour les dockers qui réorganise le système pour dire oui, quand vous êtes docker, voilà comment vous êtes recruté, voilà ce à quoi vous avez droit. Quand il y a un navire, vous êtes organisé de telle manière parce qu'il y a beaucoup d'autres domaines, d'autres secteurs dans lesquels les domaines interviennent. Ce n'est pas seulement pour soulever ou mettre des bagages dans les navires ou les décharger. Et ce plaidoyer-là, vous le faites à travers cet ouvrage, à l'endroit de Nous le faisons à travers cet ouvrage qui décrit déjà les conditions de vie. Il y a eu beaucoup de témoignages, des rescapés, des gens qui ont été accidentés mais qui vivent aujourd'hui avec des séquelles. Vous imaginez, on fait 35 ans de vie, on va à la retraite, mais on n'a que 18 000 francs comme pension. D'autres n'en ont carrément pas droit parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'être placés à des postes qui leur permettraient de cotiser correctement comme il faut à la CNSS. Donc dès qu'ils finissent, la CNSS fait le calcul, leur donne un peu de sous, dit bon, on vous libère et puis c'est fini. Mais ils sont fatigués, ils ont utilisé toute leur force, toute leur vie au profit de l'économie nationale. Mais dans leur troisième âge, une fois la retraite, ils se laissent abandonner à eux-mêmes. Les accidentés, est-ce qu'ils sont dédommagés? Ceux qui meurent sur les navires, sur les quais, comment est-ce qu'on traite leur famille? Donc il y a toutes ces questions-là que nous demandons de revoir. C'est ce qui est dit dans cet ouvrage. Merci à vous,
Yannick Somalon, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Docker béninois, occasionnel à vie des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants. Merci pour votre aimable attention. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonne fin de semaine.